Logikflow est un podcast consacré à l'intelligence artificielle et au monde qui se construit autour d'elle. Au fil des épisodes, des chercheurs, entrepreneurs, philosophes ou acteurs publics viendront partager leur vision de l'IA. D'autres épisodes seront consacrés aux femmes et aux hommes qui la développent au quotidien. Aujourd'hui, rencontre avec William Ledoux, qui travaille chez Spirops depuis 17 ans. À l'époque où j'ai choisi cette voie, c'était une époque où les IA étaient quand même assez nulles. Et en fait, il y avait cette conviction qu'on peut faire mieux. Et enfin, à l'époque, ce qu'on appelait l'IA, par exemple, dans les jeux vidéo, c'était le pathfinding, c'est-à-dire le fait qu'un personnage puisse aller d'un endroit à l'autre. C'était ça l'IA. C'était juste qu'il arrive à trouver son chemin et qu'il le suive. Et donc, du coup, moi, j'avais des jeux auxquels je jouais où j'avais des adversaires qui étaient pas crédibles, quoi, qui étaient pas. Donc il y avait ce truc-là. Et j'avais lu Asimov, j'avais eu des magazines sur les robots et j'avais ce truc de je vois pas comment ça peut être possible ce qu'ils décrivent dans les bouquins de science-fiction. C'est-à-dire que et en même temps, j'ai envie de voir est-ce que c'est possible ou pas. Et quand je lisais, je me disais, mais alors, si je devais faire ça, comment je ferais? Et du coup, à force de se poser ces questions, on a des idées et on a envie de voir si elles marchent, quoi. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Je m'appelle William, je travaille à Spirops depuis 17 ans. Donc nous, à Spirops, on fait de l'IA un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on écrit nos règles, on fait nos mécanismes décisionnels à la main avec des outils et une méthode. On fait pas de l'apprentissage automatique, on peut faire de l'apprentissage de parties de règles, mais globalement, ça reste quelque chose ça reste un peu de l'artisanat, de quelque chose de maîtrisé, de dessiné par un humain, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement chez Spirops? J'aime beaucoup le fait qu'on développe nos technologies beaucoup en interne, qu'on prenne les décisions en commun. On a du coup au fil des années construit une manière de fonctionner et des outils technologiques qui sont hyper agréables et dont je me verrais pas me passer si je devais travailler ailleurs, quoi. Et tous les développeurs sont libres de travailler sur le sujet sur lequel ils pensent que c'est important de travailler. Et on est souvent partagé entre faire des fonctionnalités, c'est-à-dire faire le travail qu'il faut qu'on fasse, et faire les outils qui nous permettent de faire ce travail plus vite. Donc on a un curseur à trouver, parce que on peut passer... si on prend une analogie d'un menuisier, il peut passer tout son temps de travail à faire la machine parfaite qui lui permettrait de faire des meubles, ou inversement, il peut faire des meubles. Et donc, celui qui va faire que des meubles, il va les faire lentement parce qu'il aura jamais investi pour se construire ses outils. Et celui qui va faire que les outils, il aura fait aucun meuble. Et dans la boîte, on a différents profils qui sont plutôt qui ont une appétence pour différentes parties. Il y en a qui sont des très 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 bons starters, c'est-à-dire qu'ils vont commencer un projet très vite, et puis il y en a qui sont plus dans le détail, faire le truc parfait, et il y en a qui aiment bien faire les outils. Il y en a qui aiment bien débugger. Enfin, on a chacun nos compétences, donc l'idée c'est de faire beaucoup de pair programming et d'aller chercher quelqu'un qui va venir. On travaille beaucoup plus vite à deux, et de trouver quelqu'un qui va venir tacler le problème qu'on a sur la planche là, et ça peut tourner beaucoup entre les projets. On a aussi à Spirops le fait on construit de la technologie peut-être pour un client, et on sait que cette technologie elle peut servir à autre chose derrière, donc on peut trouver un intérêt plus large que le projet sur lequel on travaille vraiment l'application. Tu peux me donner un exemple? Un des objectifs de l'entreprise, c'est de faire des villes un peu vivantes et autonomes, qui ont l'air vivantes, avec des personnages qui ont l'air de vivre leur vie, qui ont leurs souvenirs, qui ont leurs émotions, qui vont réagir à ce qui se passe autour de manière procédurale, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas scriptés ou programmés. Et
Et avec cet objectif-là, du coup, on fait beaucoup de technologies, parfois pour des applications qui ont l'air lointainement liées, mais nous, on sait que cette brique-là, elle nous est utile pour notre route à nous. Et donc, en fait, quel que soit le client, on a cet objectif-là en ligne de mire, donc ça me donne de l'intérêt. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça s'applique comment ? Typiquement, on avait été contacté par le Centre de recherche et innovation d'un grand parc d'attractions. Ils avaient été contactés par un des parcs d'attractions du groupe parce qu'ils avaient refait un restaurant et après l'avoir refait, il marchait moins bien qu'avant. Et donc ils disaient comment est-ce qu'on aurait pu se prémunir de ça. Et donc la partie recherche-innovation s'est dit, en fait, si on construisait un simulateur, on pourrait permettre à tous nos parcs d'attractions d'améliorer certains agencements pour faire que les visiteurs soient plus contents, que ça se passe mieux. Et donc, c'est comme ça qu'on avait commencé à développer la simulation de foule. Et donc à s'intéresser à qu'est-ce que c'est que l'espace personnel des gens, pourquoi les gens naviguent comme ça, pourquoi est-ce qu'ils vont se décaler, pas se décaler, se mettre près d'un mur, etc. Et comment naviguent les gens en groupe, en famille, est-ce qu'ils s'attendent, est-ce qu'ils s'attendent pas, est-ce qu'ils se splitent, comment est-ce que des gens évitent des gens qui se prennent en photo, ce genre de choses. Toujours en gardant à l'idée de nous, ce qu'on veut, c'est comprendre les motivations qui font que les gens se comportent comme ça. On veut pas reproduire bêtement quelque chose qu'on observe, mais on va essayer de comprendre c'est quoi les facteurs cognitifs qui font que les gens font ça. Pourquoi ils font ça. Et une fois qu'on a fait ça, après on a poursuivi ce travail sur la simulation de piétons dans d'autres environnements, y compris urbains, etc. Et on a toujours gardé ce modèle-là, et parce que nous, ça nous permet d'avancer sur des mécanismes cognitifs humains et les biais cognitifs, etc. Mais comment vous réfléchissez à ces mécanismes cognitifs ? Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles les gens ils se collent pas l'épaule au mur quand ils marchent dans le métro. Et en fait, c'est en designant des expériences pour essayer de les pousser à le faire qu'on se rend compte des raisons qui le font. Donc, il y a des moyens c'est des sortes d'expériences de pensée qui nous permettent on fait beaucoup ça à Spirops, c'est-à-dire on se place dans une situation hypothétique et on essaye d'imaginer comment est-ce qu'on réagirait dans ce cadre-là, et on confronte les réactions des différentes personnes. Et en général, à 5-10 personnes qui ont des réactions différentes, on arrive à dire, ah oui, ok, toi t'aurais fait comme ça, moi j'aurais fait comme ça, mais alors pourquoi on fait pas pareil ? Et donc on explique, moi ça c'est parce que j'ai peur de tel truc. Ah ok, donc moi j'ai pas du tout peur de ça, comment est-ce qu'on pourrait mettre un paramètre derrière ça et dire, ah oui, ok, donc toi c'est parce que t'as ce respect des règles, par exemple, qui est plus fort que chez moi. Et donc, ok, on peut designer les différentes stratégies et les lier à un paramètre qui a une caractéristique. Puis après, dans nos piétons, on tire au sort les caractéristiques et on obtient des gens qui ont des comportements qui sont différents, mais qui sont pas complètement aléatoires, qui s'expliquent par des caractéristiques propres aux personnes. Tout ça, finalement, ça me paraît assez réfléchi, raisonné. Pourquoi tu penses que les gens, aujourd'hui, ils ont peur de l'IA ? Ce qui fait peur, c'est l'IA qui apprend toute seule et qui, du coup, perd les pédales. En fait, quand on fait de l'IA, on peut vulgariser un peu la pratique en disant il faut on fait un programme qui doit choisir quelque chose. Et pour choisir, il y a souvent ce truc de savoir qu'est-ce qui est le mieux. Et donc, ça prend différentes formes, mais en gros, on va essayer de faire une fonction de score qui va essayer de noter les choses. Et après, on va optimiser ce score-là. Alors que même dans des techniques d'IA très très proches des maths appliquées, de l'optimisation combinatoire, des choses comme ça, on va écrire une formule qui correspond à la qualité d'une solution et on va chercher ensuite à obtenir une solution qui fait le meilleur score. Si on se trompe dans cette formule, c'est-à-dire que si on oublie un paramètre qui était important, les solutions qui vont être trouvées auront un très bon score, mais répondront pas à ce qu'on veut. Et c'est ça qui fait peur dans l'IA, c'est-à-dire que on se dit, si je demande à une IA, je sais pas, trouve une solution pour sauver la planète du réchauffement climatique, et puis j'ai oublié de lui dire de maintenir une population humaine décente, la solution elle est vite trouvée, hein, j'éradique tous les humains. Et du coup, c'est ça qui fait peur. C'est en fait, si j'ai oublié un critère dans le score, ça peut faire n'importe quoi.
Donc nous, c'est notre expertise. C'est d'essayer de faire une formule qui n'a pas de faille, qui n'a pas de trou dans la raquette, qui va ménager tous les aspects du problème. Et c'est souvent multi-objectif. On veut à la fois quelque chose de safe, de rapide, de pas coûteux. Donc c'est toujours un peu... c'est une compétence de réussir à développer des formules qui tiennent la route, quoi. Et c'est un peu le centre de tout. Et du coup, c'est ça qui fait que les gens ont peur des IA, c'est quand les formules sont pas bonnes. Et la seule manière de se rassurer, c'est de savoir c'est quoi les objectifs de l'IA et d'avoir confiance dans le fait que il y aura pas de raccourci qui sera délétère, quoi. Et toi, il y a des choses qui peuvent te faire peur dans l'usage de l'IA ? Un des trucs, moi, qui m'alerte, effectivement, c'est l'empreinte écologique. Ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme si on avait inventé la voiture et qu'on avait amené ça dans un endroit où les gens ils se déplaçaient que à pied. Et donc évidemment, ils trouvent ça génial. Et ensuite, comment est-ce qu'on leur apprend à pas utiliser la voiture quand ils vont à 2 pas, quand ils vont chercher le pain à 500 mètres, etc. Le problème avec les IA là, un des problèmes, c'est que plus elles sont généralistes, plus elles arrivent à faire des choses, plus elles sont malléables, plus on va pouvoir leur faire des choses qu'en fait on savait déjà faire avec des techniques traditionnelles. Et en fait... plus ça va rendre accessible ça à des gens et qui du coup n'ont pas connaissance des techniques traditionnelles qui potentiellement allaient 1000 fois plus vite et donner des résultats plus fiables, sans hallucination, etc. Et ça, je sais pas trop comment faire. Mais moi, je me mets à la place de quelqu'un qui ne sait pas programmer ou qui n'a pas connaissance et qui a besoin de faire quelque chose d'assez... En fait, c'est assez simple si on demandait à un programmeur, mais lui, il n'est pas programmeur, puis on lui passe une IA, il va lui faire à l'IA. Et en fait, du coup, l'empreinte carbone, elle n'a rien à voir. Donc ça m'interpelle. Un autre truc qui m'interpelle, c'est que donc les systèmes d'IA par apprentissage, on peut les tester. On peut leur faire passer des tests qui sont assez complexes, mais on peut pas les corriger au sens... donc il faut imaginer qu'une IA, c'est une sorte d'immense table de mixage avec plein de petits potards. Et par un processus mathématique, on a appris à tourner les potards de manière à ce que elle donne la réponse attendue dans le plus grand nombre de cas possible. Mais personne, même la personne qui a construit le modèle, ne sait dire ce potard il sert à ça, ce potard il sert à ça. Et en fait, si jamais l'IA elle dit pas la bonne réponse, il suffit que je bouge ça un peu. Personne ne sait faire ça. Donc on ne sait pas pourquoi elle marche et on ne sait pas la corriger quand elle marche pas. Ça c'est un autre des problèmes. Et donc il y a du travail maintenant pour essayer de faire une IA qui génère aussi ses propres explications de pourquoi elle marche comme ça. Mais ça reste quelque chose d'un peu généré. Donc ça c'est... Moi ça m'enlève un peu une partie de l'intérêt du travail. C'est-à-dire que réfléchir avec mes collègues à comment marche le cerveau humain et comment on pourrait simuler la construction de préjugés ou de l'oubli sélectif ou des choses comme ça, je trouve ça hyper intéressant parce que je viens... apporter ensemble les réponses à ces questions et les tester, et je comprends à la fin pourquoi ça marche pas, comment on pourrait faire mieux, et c'est un peu ce travail d'artisanat que j'aime bien. Si j'utilisais des techniques d'IA par apprentissage, mon travail consisterait à créer des ensembles de données, créer la manière dont je place mes potards et comment ils sont reliés entre eux, regarder le résultat, et puis si ça marche pas, je peux pas partir là-dessus et améliorer. Je vais dire mon travail consistera à prendre des données et regarder des statistiques et essayer de faire quelque chose qui bat ces statistiques, mais sans comprendre comment ça les a battues. Et au final, l'amélioration, j'ai l'impression qu'elle vient pas de moi. C'est pas moi qui ai trouvé la solution. Donc je trouve ça moins gratifiant intellectuellement. Donc ce qui te plaît, c'est de trouver la solution. Bah oui. À plusieurs.
Ouais. C'est un peu comme si, moi, si on me donne un casse-tête, je peux rester des heures dessus. Mais construire une machine qui trouverait toute seule la solution au casse-tête par essai-erreur, ça m'intéresse moins. C'est le chemin qui est intéressant, quoi.